diversité, de voir des têtes connues. Je vous remercie de prendre votre temps et de votre attention pour ces conférences débats. En fait, c'est même plus des conférences. On va essayer de réfléchir ensemble, et surtout dans l'interaction entre vous et nous, sur, disons, l'avenir de l'Algérie, le passé, présent et l'avenir de l'Algérie, et notamment dans le contexte des élections qui vont se passer théoriquement le 17 avril, et donc de réfléchir autour de ce moment précis, mais aussi de revenir à une analyse donc historique, une analyse de fond de la société algérienne, parce qu'on ne comprend pas le présent sans revenir au passé. Je crois que c'est le passé qui explique le présent. Toutes les contradictions algériennes qu'on vit aujourd'hui au passé. Et qu'il faut faire une analyse de fond. On en discute entre nous souvent, autour de petites réunions d'intellectuels universitaires qui essayent de réfléchir sur leur société. Et il s'agit d'avoir donc une analyse de fond, une analyse socio-historique, anthropologique, sociale, politique de l'histoire algérienne, à la fois dans ses profondeurs, mais aussi dans les dernières décennies, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors je vais essayer très vite, parce que, disons, de réfléchir avec vous sur cette histoire des mouvements sociaux et du rapport des intellectuels et des intelligentsiens. Je pars d'ailleurs d'un point qui est, je crois que l'Algérie, du point de vue de ce qu'on a appelé les révoltes arabes ou les printemps arabes, est un pays qui est assez spécifique. Peut-être qu'on en parlera, peut-être plus au fond, on détaillera dans le débat, qui est un pays spécifique du point de vue des rapports des intelligentsiens et des intellectuels, disons, à la société, aux mouvements sociaux. On a en Algérie aujourd'hui des fractures, pour pas dire des cassures, des fractures profondes entre intelligentsia et société. En fait, cette caractéristique, on ne la retrouve pas en Tunisie, par exemple, quelqu'un qui fait du comparatisme, on ne la retrouve pas aussi profonde en Tunisie, en Égypte, voire peut-être au Maroc aussi. Il faut voir les choses dans le comparatisme. L'Algérie, de ce point de vue-là, c'est spécifique parce qu'elle a subi une longue histoire coloniale, de violence coloniale, où les intellectuels et les intelligentsias ont été, d'une certaine façon, assignés, ont eu des rôles assignés, et ils ont été, d'une certaine façon aussi, contraints, limités par le colonialisme, et surtout, il y a une faible production d'intellectuels, d'intelligentsia, et cette production d'élite, disons, d'intellectuels ou d'intelligentsia dans la société coloniale, s'est faite, disons, dans des modes de verticalité, d'instrumentalisation par la colonisation de ces élites qui étaient en gros des élites de démonstration. Moi, j'ai travaillé sur par exemple sur les instituteurs ou sur un certain nombre d'élites coloniales. Elles ont été produites comme des élites de démonstration, c'est-à-dire de ce que pouvait la société coloniale ou le pouvoir colonial pour les élus du système. Ils étaient très peu nombreux d'ailleurs. On en faisait une catégorie spécifique qui montrait la voie aux autres qui étaient dans des logiques d'acculturation, d'assimilation. Il y avait évidemment à certains moments, on a produit de ce que j'ai appelé moi des élites ou des intellectuels de différenciation, c'est-à-dire ceux qui avaient été produits par les médersas, les lycées après franco-musulmans, qui vont s'adresser à la société locale, donc de la colonisation, donc du pouvoir colonial, mais avec la langue, puisqu'ils étaient plutôt arabisés, c'était des bilingues, avec la langue, avec les codes, avec un certain nombre de règles, de principes, de codes de la société, de ce qu'on appelait la société indigène. Ils étaient délégués par la société coloniale pour être des médiateurs, assignant donc un statut spécial aux indigènes et parlant au nom de la colonisation. Mais donc, je dis très vite, c'est les interprètes judiciaires, c'est les adel, les hizab, les qadis, etc., qui ont été formés dans les lycées, dans les médersa et les lycées franco-musulmans. Donc, pour comprendre, disons, le statut des intellectuels, et encore que
peut-être qu'il faudrait revenir aux définitions, mais ce n'est pas le lieu. Pour comprendre ce statut des intellectuels, des intelligentsias, il faut revenir à l'histoire. Et dans le rapport à la société aussi, il faut revenir à l'histoire et faire une espèce, j'allais dire, de périodisation dans l'histoire. Je vais vite sur la colonisation parce qu'il y a eu des moments où les intellectuels ont agi, il y a eu une effervescence politique, une effervescence intellectuelle dans l'entre-guerre, avec des journaux, des mouvements associatifs, etc., sous la colonisation. Mais allons très vite, disons, il y a eu peu d'intellectuels, l'université coloniale a produit peu d'intellectuels, très peu d'intellectuels, si bien que les rares produits de l'université coloniale venaient en France pour continuer leurs études. On avait un certain nombre donc, de catégories d'avocats, de médecins, de pharmaciens qui sont formés ici après la Seconde Guerre mondiale ou même entre les deux guerres. On peut en citer, vous en connaissez et d'autres, qui sont formés ici, séparant la France coloniale de la France des droits de l'homme, puisque dans la colonie, ils ne pouvaient pas aller très loin. Je reviendrai donc sur ce statut des intellectuels avec ce poids historique dans la colonisation, mais je vais dire deux mots sur les mouvements sociaux. En gros, et puis on va voir pourquoi il n'y a pas jonction entre intellectuels et intelligentsia et mouvements sociaux. Alors les mouvements sociaux en Algérie, si on prend la post-indépendance, c'est-à-dire après les années 60, après l'indépendance 62, on a des mouvements sociaux qui sont des mouvements sociaux très idéologisés, politisés. C'est les mouvements étudiants, dans les années 60, de l'UNEA. Ce sont des mouvements donc, de contestation du système politique, notamment du système boumedienne. Et à partir de 71, ce mouvement étudiant et intellectuel, puisque c'était là, disons, l'émergence aussi d'une catégorie intellectuelle post-indépendance, ce mouvement intellectuel a été mis au pas à travers, et a été mis au pas et embrigadé à travers l'UNEA qui avait été dissoute, mais ensuite en l'intégrant dans ce qu'on avait appelé à l'époque les tâches d'édification nationale, la révolution agraire, la gestion socialiste des entreprises. On en a fait une force, disons, motrice du pouvoir politique dans les campagnes et dans l'industrie ou l'émergence industrielle des années 70 dans l'entreprise. Et donc, on a donc une période historique avec des contestations ouvrières aussi qui vont culminer, mise au pas du GTA, mise au pas d'un certain nombre de syndicats, d'associations, de syndicats, voire même d'intellectuels. On en parlera notamment le fameux appel d'Abbas et d'un certain nombre d'intellectuels, des ulémas qui avaient fait un appel contre Boumedienne. Donc de mise au pas à la fois de ces intellectuels et de mise au pas du mouvement social qui, disons, quand on voit à la fois d'un point de vue de caractéristiques territoriales et d'un point de vue de caractéristiques, disons, de mot d'ordre, qui s'achève avec 88. Au fond, on a le mouvement berbère du printemps berbère de 80, qui est un mouvement... En fait, tous ces mouvements sociaux qui démarrent de 62 jusqu'en 88 sont des mouvements, j'allais dire, on peut en parler peut-être dans le débat, nationaux, au sens où ils posent des questions de ce qu'est la nation, de ce qui pourrait être le lien national, de qu'est-ce qui fait le lien national, et qui sont des mouvements fortement idéologisés, politisés. 88, c'est l'achèvement de cette phase, avec la montée des grèves ouvrières, d'ailleurs dans l'Algérois et un peu partout, et donc le basculement de 88, et on passe à de nouveaux mouvements sociaux, on peut parler ainsi, à de nouveaux mouvements sociaux qui sont moins nationaux, qui sont plus territorialisés, et qui vont d'une certaine façon se développer un peu dans la fragmentation, et on aboutit à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements sociaux fortement émiettés, fragmentés, atomisés, où il y a, je ne sais pas, les statistiques les donnent, des milliers d'émeutes qui ont lieu chaque année, voire des centaines d'émeutes chaque mois qui se développent sans qu'il y ait lien, sans que ces émeutes, qui sont des émeutes souvent pour n'importe quel motif, l'eau, le logement, etc.,
qui ne font pas coalescence et qui ne sont pas prises en charge par, j'allais dire, des catégories qui les pensent, qui les réfléchissent, qui peuvent les conduire pour en faire un passage qualitatif. Donc, à partir de 88, on a des mouvements moins idéologiques, désidéologisés, et sur les dernières années, plus pragmatiques, surtout chez les jeunes, des mouvements plus pragmatiques. Ah oui, 2 minutes, alors, je peux commencer. Voilà, je vais aller vite. Il faut quand même qu'on cadre le débat et qu'on essaye un peu de donner un ensemble de repères pour qu'il y ait un débat à la fois, disons, constructif et qui puisse nous faire réfléchir sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas né comme ça. Donc, on a des mouvements fragmentés, des mouvements des idéologies. On parle de jeunes, donc aujourd'hui, par comparatisme avec la Tunisie et voire l'Égypte, etc., on dit en gros, les jeunes d'aujourd'hui sont dans une demande de dignité, de reconnaissance, sont dans la lutte contre la hadra, contre, disons, un ensemble de contraintes ou de limites à leur existence comme individus libres qui peuvent donner sens à leur vie. Et de ce point de vue-là, on est dans une rupture, enfin, je dirais, par rapport aux mouvements qui sont développés dans les années 60, 70, 80, à partir de 88 en Algérie. Ces mouvements sont moins nationaux, ils sont plus territorialisés, et effectivement, ils expriment ce processus de, disons, j'allais dire, de distanciation, de retrait, voire de disqualification des intellectuels qui ont été instrumentalisés par le pouvoir. Alors, autre caractéristique, donc, c'est ça un peu sur quoi je voulais faire porter le débat, c'est que ces intellectuels ont, comme dirait René Galissot, qui était le prof d'histoire ici, le premier directeur de l'Institut Maïfal d'Europe, il dit souvent les Algériens ou les intellectuels algériens sont fascinés par l'État, ils pensent qu'à l'État, parce que c'est l'État qui place et qui classe. En fait, ils sont en demande d'État. C'est-à-dire, au fond, ils sont partout en demande d'État qui, l'État, doit leur donner, en l'absence donc d'une société civile dense, en l'absence d'un mouvement associatif dense, en l'absence d'un secteur privé dense, en l'absence de médiation construite, ils sont donc en face de l'État, ils sont en demande d'État et c'est l'État, d'une certaine façon, qui les instrumentalise. Alors, cette caractéristique, elle est proprement algérienne, c'est une faiblesse de l'autonomie des intellectuels. Il n'y a pas d'intellectuel autonome. Moi, j'ai développé cette thèse qu'il n'y a pas d'autonomie des intellectuels, il n'y a même pas de champ intellectuel au sens où on parle d'orgueil, dans quelque chose qui est de l'ordre de la fragmentation, de l'ordre des fractures entre intellectuels sur le plan des langues, fractures d'intellectuels sur le plan des générations, fractures intellectuelles en diaspora et intellectuelles sur le plan, au plan local et national, et on est en face donc, disons, d'intelligentsia qui sont des appendices de l'État ou d'autres, comme dirait Yad Ben Ashur, d'ailleurs, il disait qu'ils vivent entre l'asile et l'exil, ou des intellectuels qui sont, comme dirait un fabuliste arabe du 8e siècle, il disait des intellectuels dans le monde arabe, ils sont comme l'éléphant dont la beauté ne se remarque que dans deux situations, quand ils vivent à l'état sauvage, c'est-à-dire quand ils sont isolés ou quand ils servent de monture au roi. En fait, les intellectuels, c'est quelque chose d'extrêmement fort, sont dans la situation d'être des montures au roi, ils sont utilisés. Et comment ils ont, caractéristiques algériennes, comment ils sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés, parce que dans l'histoire du mouvement national, les intellectuels sont rapprochés au mouvement plébéien. Les intellectuels n'ont pas été porteurs comme dans les pays à côté, notamment en Tunisie, où les intellectuels ont été des avant-gardes dans ces mouvements nationalistes, parce qu'il y a eu, alors je reviendrai, j'ouvre une parenthèse,
une réforme des systèmes éducatifs, notamment en Tunisie, au Maroc aussi, il y a des grandes universités, Zitouna, Al-Qarawin, etc. En Algérie, du fait de la colonisation, ces intellectuels étaient laissés pour compte, hein, et ils sont raccrochés, notamment dans l'immigration, au mouvement nationaliste, à Messali Hajj, au PPA-MTLD, très tardivement. Ce qui fait qu'on a un mouvement plébéien qui a assigné une place dominée, une place disons, contrôlée, j'allais dire, des intellectuels. Cette autre caractéristique, c'est un mouvement anti-intellectuel en Algérie. Dans le mouvement national, je ne reviendrai pas sur la bleuite, je ne reviendrai pas sur le fait que les lycéens ou les universitaires qui ont rejoint le maquis ont souffert, mais certains ont été même assassinés par leurs compatriotes dans les maquis, hein, au nom d'un anti-intellectualisme qui remonte à loin, qu'il faut expliquer de manière socio-anthropologique, et je pense qu'on aura peut-être le débat sur ces questions. Du coup, on est au bout d'une période, puisque vous me pressez pour terminer, on est au bout d'une période où il y a une espèce de béance, une espèce de fracture, où les intellectuels sont en porte-à-faux par rapport à leur société, sont en porte-à-faux par rapport à ce qui travaille la société profonde, et ce qui effectivement laisse libre cours au populisme et à toute forme de démagogie du point de vue de l'évolution sociale ou des processus sociaux, et on est au bout d'une période. Alors qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Ce qui est quand même très encourageant, c'est que ici ou là, les intellectuels commencent à réfléchir sur où va la société, comment s'engager dans la société, comment se mobiliser, comment réfléchir sa société, comment réfléchir le changement. On a là, très récemment, et moi j'ai été extrêmement et très agréablement surpris, même si effectivement ça balbutie, un appel des universitaires algériens qui font une analyse sur leur institution, c'est-à-dire sur les fins et fonctions de l'institution, sur le rôle de l'université, en dénonçant cette évolution de l'université vers des formes de désinstitutionnalisation, de retraditionnalisation, d'une université qui n'en est plus, hein, qui est fondamentalement une université massifiée, asphyxiée, où le niveau de conscience n'existe plus, aussi bien des étudiants que de l'encadrement. Donc ils font cette analyse sur cette université. C'est la première fois, ce qui est très encourageant, parce que jusqu'à présent, les universitaires algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des salaires, ils demandent le fonctionnement matériel, le logement, etc., les bourses et les stages, et du coup, ils ne réfléchissent pas sur leur institution, ils ne réfléchissent pas sur le fonctionnement de l'institution pour se mobiliser, pour comment changer les choses. On le voit aussi bien chez les jeunes, chez les journalistes, chez les artistes, avec des mouvements qui balbutient aujourd'hui, qu'il faut peut-être aussi attendre pour voir vers où ils vont, mais en tous les cas, ils commencent à poser le mouvement des chômeurs, le mouvement, ils ne posent plus les questions simplement en termes de demande, mais en termes de fin et fonction des syndicats, des institutions, hein, de l'administration, pour dire vers où on va, comment changer les choses. Je crois que ça dit quelque chose de nouveau qu'il faut encourager, et il faut aller vers, il ne faut plus être figé ou focalisé sur les présidentielles, sur le 4e mandat, mais il faut voir comment la société peut se transformer qualitativement et aller vers quelque chose d'autre avec l'ensemble à la fois des exigences, des demandes, des intérêts spécifiques de catégories sociales, comment on va se retrouver dans la volonté de changer les choses, surtout les jeunes. Alors les jeunes, je n'ai pas le temps de développer, mais pour aller vite, la jeunesse algérienne, moi j'ai travaillé par comparatisme sur les jeunesses dans le monde arabe, la jeunesse algérienne, je pense que l'absence, quand on dit que pourquoi l'Algérie n'est pas rentrée dans les révoltes arabes, c'est bien parce que la jeunesse est dans un niveau d'infraconscience. Pourquoi? Parce que, je n'ai pas le temps de développer, dans les autres pays, il y a eu des réformes d'enseignement, déjà. Et il y a eu des institutions qui ont été à destination des enfants de classe moyenne ou des classes populaires supérieures, qui ont formé des élites jeunes, notamment qu'on a retrouvé place Tahrir, qu'on retrouve à Tunis, dans les blogs, dans les réseaux sociaux, qu'on a retrouvé au Maroc dans les réseaux sociaux dans le mouvement du 20 février.
Mais en Algérie, on n'a pas eu ça. Les réformes, à cause effectivement de la décennie rouge des années 90, mais aussi à cause d'un pouvoir politique qui a voulu asphyxier l'université, la garder, la contrôler avec des syndicats à maison. Hein, et d'une certaine façon, on est dans une université qui est une garderie ou un parking où le niveau de conscience, je parle d'infraconscience, où le niveau de conscience n'est pas là parce qu'on n'est plus dans des enseignements organisés, dans des pédagogies rationnelles, etc. Et du coup, je pense que l'Algérie n'est pas rentrée, et ces jeunes ne rentrent pas dans les mouvements sociaux parce qu'ils sont en retard. Si on prend les réseaux sociaux, l'Algérie aujourd'hui a 1,5 million de moins de Facebookers que le Maroc. Elle a l'équivalent de ce qu'est la Tunisie, c'est-à-dire l'Algérie fait 3 fois plus en population que la Tunisie, elle a le même niveau. Et on voit comment on contrôle l'Internet, on voit comment le haut débit, en termes de haut débit, l'Algérie est plus en retard des pays des MENA, des pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Hein, elle est véritablement, disons, très en retard. Et de ce point de vue-là, ça ne concourt pas à élever la conscience, notamment quand on sait ce qu'est l'école et l'université aujourd'hui. Comment, alors là, je pourrais développer sur les questions de ces processus qui ont abouti à cette massification, à cette désidéologisation à travers l'arabisation qui a été démagogique, qui a fait en sorte que, disons, en gros, on a abouti à une université, puisque au fond, ça a fonctionné par à-coups, par effet boule de neige, hein, où le pouvoir politique a cédé à des demandes, à des exigences irrationnelles, qui a fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont peu formés, peu qualifiés, et on a en Algérie, disons, tout est extérieur, l'autoroute est faite par les Chinois et les Japonais, le métro par les Français, le tram par les Français, le bâtiment par les Égyptiens, les bureaux d'études, même si on négocie avec Gézi, c'est des bureaux d'études français, etc. On est dans une nouvelle forme de domination où les élites locales, où l'université ne produit plus pour la société. Voilà, donc il faut réfléchir à comment aller avec ce mouvement effervescent qui est en train effectivement de réfléchir sur la société et sur le mouvement profond de la société. Voilà, je pourrais reprendre après dans les débats, puisque on me presse, on est 5 à parler.